Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose un Café Rébellion, un entretien vidéo pour le magazine Rébellion OSRE. J'ai la chance d'accueillir Damien Tarel, l'homme qui a osé gifler le président Emmanuel Macron. Voici la 5e partie d'un entretien fleuve en 5 parties, le féminisme. Alors, je vais te poser cette question, si tu as envie de répondre, qu'est-ce que tu penses du féminisme aussi ? Alors, le féminisme, alors là, c'est... Parce que là, tu parlais de société maternelle, oui, je trouve de l'absence du père. Maternelle d'un point de vue symbolique. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les sociétés ancestrales sont liées à des réalités beaucoup plus présentes et aussi à une symbolique. Aujourd'hui, on a détruit les symboles. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on vit dans une société qui s'est féminisée. Ça, elle s'est féminisée. On n'est plus dans la symbolique. Symbolique peut-être à une époque. Ça, je peux pas l'affirmer. On était dans une symbolique, on était patriarcale, ou en tout cas dans la symbolique dominante, c'était le masculin. Mais j'en suis pas sûr. Moi, je crois qu'il y avait plutôt un équilibre. Aujourd'hui, je trouve qu'on a un déséquilibre et qu'on est dans une société féminisée. C'est-à-dire que la symbolique féminine est prédominante. Et moi, je pense que là, il y a un déséquilibre. Alors après, le féminisme. Est-ce que je peux rebondir là-dessus ou ça va être on va jamais voilà. En fait, ça c'est un débat qu'on a entendu par exemple entre Zemmour et Michel Onfray. Je sais pas Michel Onfray. Je voulais le voir, je l'ai pas vu parce que j'adore Michel Onfray. J'aime bien aussi Zemmour et justement je me demandais comment ils allaient se confronter parce que voilà, Michel Onfray plus naturellement de gauche, Zemmour plus naturellement de droite. Donc je me demandais, oui. Alors ils ont parlé non, enfin ça c'est depuis longtemps, hein, c'est pas un débat récent. Mais la position de Zemmour est justement sur le fait que la société se féminise. Oui. J'ai l'impression que c'est ton point de vue également. Et Michel Onfray, moi je suis donc plus pas parce que c'est Michel Onfray, mais je suis plus d'accord avec lui, peut-être parce que je suis une femme, j'en sais rien. Il lui pense que la société s'infantilise. C'est-à-dire qu'on met les gens comme des enfants. Et oui, mais c'est parce que les deux sont liés. Alors après, tu vas dire, oui, mais alors attends. Et les deux se parlent, ils sont... Et... Mais c'est en fait, oui, le maternel, il y a l'enfant, voilà. Oui. Il y a un côté, enfin, la société se féminise, donc l'État se féminise, donc du coup, le peuple est materné, tu vois. On peut le transmettre comme ça. Et aussi, la femme est liée à l'enfant par le côté maternel, mais aussi par le côté que la femme, la symbolique de la femme est liée naturellement à celle de l'enfant, tu vois, et celle de l'homme, du père, est liée à celle de l'adulte. Ça, c'est une symbolique naturelle. Donc, moi, ces deux visions, je les trouve parfaites. Enfin, elles se synchronisent parfaitement. Mais il y a même beaucoup d'auteurs, sociologues. Attends, où est-ce qu'il est mon bouquin ? Franchement, il y a un bouquin qu'il faut que je te conseille. Attends, j'ai la chercher tout à l'heure. Bref, c'est un bouquin que j'ai lu en prison, vraiment, qui m'a passionné. Pardon. Non, je suis nul de rire, je sais pas pourquoi je rigole. C'est horrible. Oui. En tout cas, par contre, la prison pour lire des livres, c'est génial. Si on les envoie, parce qu'au début, j'en avais pas, je pétais un câble. Et après, quand je les avais, c'est bon, j'étais tranquille. Si on ne trouve pas le temps de lire, aller en prison. Et toute chose, malheur est bon, tu peux toujours rebondir. Mais c'est la grotte de Conan, la prison. C'est la grotte de Conan. Donc, oui, donc la symbolique de l'enfant est liée à la symbolique de la femme. Et parce que la femme, symboliquement et historiquement, c'est le foyer, alors que l'homme, c'est l'endroit extérieur. Et faut pas faire de séparation en disant la femme machin, l'homme machin. Toute femme même passe par la symbolique de l'homme, parce que toute femme est amenée à quitter le foyer. Donc tu vois, elle passe par cette symbolique d'âge adulte. Tu vois, elle est amenée à être confrontée à la symbolique masculine. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai cette vision-là que la société se féminise, mais je trouve pas du tout que c'est incohérent avec cette vision qu'elle aussi elle s'infantilise. Les deux pour moi sont liés. Et si elle se masculiniserait, si elle, en tout cas elle retrouverait son état d'équilibre avec une masculinité, ben elle se s'adultériser, enfin bref, elle gagnerait en maturité, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si c'est lié nécessairement. Je pense qu'on peut infantiliser sans forcément genrer. Sans forcément genrer ? Parce qu'après, il y a une... Non. Historiquement, il y a beaucoup de symboles qui sont encore aujourd'hui très présents et qui ont une réalité. Je vois ce que tu veux. Qui ont une réalité primitive,
qui sont associés à ça, qui associent la mère à l'enfant et l'homme, la mère à l'enfant et au foyer, et le père à l'homme. L'activité extérieure. L'activité extérieure, tu vois. Et le danger et la mort, tu vois. Alors que la femme, c'est la vie, c'est toute une nébuleuse de symbolique, la sécurité, le foyer, le confort. L'homme, c'est l'inconfort, le machin, c'est le père qui va arriver, qui va te foutre une tarte, c'est la mère qui va te caresser, qui va te donner le sein, tu vois. C'est toute une symbolique qui existe, même dans les couples homosexuels. Dans les couples homosexuels, tu as toujours cette symbolique t'as une symbolique féminine, masculine, tu vois. C'est pas forcément féminine, non, c'est pas féminine, masculine, mais c'est père, mère, tu vois, qui est rattaché à tout un tas de symboles qui est indispensable en fait à la construction, parce qu'on se construit par des symboles, on se construit par le verbe, tu vois, on se construit par le langage, et c'est indispensable, je trouve, à la construction d'un individu. Ces symboles-là, ils n'ont pas besoin d'être clairs et définis et d'être encadrés par quoi que ce soit, on s'en fout. Dans le Rébellion on a consacré à l'art et le sacré, j'ai écrit un article, enfin j'ai écrit 2 articles, et je parle de Mircea Eliade, je sais pas si tu connais, un Roumain qui parle beaucoup de symboles, et c'est passionnant, enfin si on aime les symboles, bref, tu parles de symboles et je pense que t'es vraiment intéressé, et c'est lié. C'est lié au monde de l'imaginaire, parce qu'avant on concevait en forme de symbole, et on avait une autre façon de comprendre les choses, et du coup on comprenait différemment, mais peut-être mieux certaines choses. Mais bon, petite parenthèse, continue sur le symbole féminin, ouais. Donc voilà, et après il fallait que la question c'était le féminisme en fait. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tu peux parler de ça. Alors si tu me veux répondre but en blanc comme ça, on est au bar. On dit, voilà. Toi, si tu penses du féminisme, moi je te répondrais que c'est de la merde. Je te dirais ça, le féminisme c'est de la merde, surtout l'actuel. Arrête de boire. Non. Non. Allez, on fait un jeu de rôle, je lance un dé. T'as trop bu, c'était voilà, échec critique. Voilà, mince, il l'a dit, tout le monde, il y a un comité à côté qui l'a entendu, la prison, ok. Bref, je dirais ça, mais... Mais tu es quelqu'un de plus subtil. Je suis quelqu'un de plus subtil. J'ai pas bu, je suis quelqu'un de plus subtil que ça quand même. Bah, déjà parce que historiquement le féminisme, je peux être que pour, parce que historiquement, qu'est-ce que c'est le féminisme? C'est les housewives américaines qui se mobilisent, qui font des communautés, qui se trouvent des activités en dehors de leur travail communautaire, qui luttent pour le droit de leur mari à ne plus travailler à l'usine parce que c'est de la merde, et le droit qui utilisent leur pouvoir de consommation, parce qu'à la base c'est la femme qui consomme parce qu'elle est au foyer, qui utilise son pouvoir de consommation pour manifester contre des produits de mauvaise qualité et exiger en fait une meilleure qualité de vie. Enfin bref, je sais pas si tu connais ce mouvement des housewife keepers, quelque chose comme ça. C'est les premiers féministes en fait, c'est les tout premiers. C'est en fait les femmes au foyer américaines. Il y a des gens qui disent, enfin il y a plusieurs. Enfin, on découvre toujours les premières féministes. Maintenant, les femmes préhistoriques sont les premières féministes. Hein. Enfin bon, bref. Mais il y a la mère, enfin parce que on parlait de romantisme tout à l'heure, de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein, qui était considérée féministe. Donc, et c'est aussi la période pré-romantique, je sais pas, 1790. Mais voilà. Ouais, alors moi c'est vrai que je te parlais pas du féminisme forcément bourgeois parce qu'il m'intéresse moins. Moi, je te parlais du féminisme vraiment prolétaire. Et c'est vrai qu'il y a aussi un féminisme bourgeois, mais qui est justement totalement différent, qui a évolué en parallèle. Et au final, je trouve qu'il a phagocyté le féminisme prolétaire. Voilà, c'est la définition de la bourgeoisie. Il phagocyte les luttes prolétaires. Il remplace. C'est vrai. En fait, il colle leur idéal sur la lutte prolétaire en fait. Et du coup la lutte prolétaire se retrouve déviée de son véritable objectif. Et à la base donc ces housewives américaines, ce sont des catholiques, et justement d'ailleurs petit fait amusant, tu sais qu'on dénonce, tout le monde dénonce la prohibition aux États-Unis. C'est la période de la prohibition. Tu connais la période de la prohibition, l'interdiction de l'alcool, de la prostitution. Oui. Et puis, comme peut-être aujourd'hui, on peut plus aller dans les bars, donc va falloir faire des bars clandestins, etc. Qui est à l'origine de cette prohibition?
Vas-y, dis-moi. C'est ces collectifs féministes de l'époque. Ah oui, oui, oui. Ces collectifs de femmes qui avaient un énorme pouvoir, justement, à l'époque. Un énorme pouvoir. Et comme elles étaient pour la préservation des mœurs, c'est ça qui est fou. Elles étaient pour la préservation des mœurs et pour éviter voilà, que leur mec il aille boire de l'alcool, faire de la merde, n'importe quoi, et ben c'est elles qui ont réussi à faire passer en force cette prohibition. Mm-hmm. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ça serait complètement choquant de se dire, les femmes qui vont, des féministes qui sont là pour interdire la prostitution et pour limiter les libertés, ça nous paraît complètement choquant. Alors que c'était ça à la base combat féministe. Et aujourd'hui, alors, je dirais pas que c'est la base, c'est une tendance. Une tendance, oui. Une tendance historique. La tendance est très américaine, donc oui. Si on remonte à l'origine, aux États-Unis, tu vois. Donc du coup, on remonte à ça. Je sais pas, je suis pas spécialiste de la question féministe. Hein, désolée de te lancer sur un sujet que je ne maîtrise pas, mais c'est vrai qu'il y a en France, on essaye de remonter. Enfin, on parle de Olympe de Gouges, etc. Enfin, plus la France avant le XXe siècle. Mais bon, bref, après. Moi, ce que j'aimerais que le véritable féminisme, ça soit de réhabiliter, de déconstruire en fait. S'il y a quelque chose à déconstruire, c'est de déconstruire le mythe que la femme a toujours été une soumise au service d'un mec. Genre, le mec, elle s'amuse déjà à déconstruire ça et qu'elle brise ce mythe du Moyen-Âge sombre où la femme était une exploitée, une incapable majeure, tu vois, alors que ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas, et surtout en France et surtout en Europe. Surtout en Europe. Parce que grâce aux hommes qui arrivaient à ne pas les soumettre, parce que même l'amour courtois, la chevalerie, ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir-vivre, tout simplement. Enfin, les hommes n'allaient pas agresser les femmes. Oui, mais c'est parce qu'il y avait aussi un autre homme qui pouvait la défendre, mais c'est aussi parce qu'il y avait elles avaient un peu. Je sais pas si tu connais, tu dois bien connaître cette auteure, Peggy Sastre. Tu connais? Oui. Elle est géniale, elle a écrit mais elle est... Le féminisme n'existe pas, ou un truc d'un genre, je sais plus. Pour en finir avec le patriarcat. Genre, le patriarcat n'a jamais existé. C'est un titre un peu racoleur, mais son livre est quand même pas mal. J'ai pas lu son livre, et je trouve qu'elle a des positions très changeantes, limite arrivistes, pour être dans le camp de la confrontation, ce qui est intéressant, mais je sais qu'elle a un petit côté scientiste, biologiste. Oui, on va dire, il faut aussi la prendre comme elle est, c'est-à-dire que dans le milieu, évidemment, les seules personnes qui peuvent percer comme ça, ce sont un peu des marginaux, des exclus. Elle a un peu ce profil-là, tu vois. Elle a comme j'entendais parler la dernière fois, elle a un peu un profil autistique des fois, tu vois. Donc elle est un petit peu particulière. Je pense pas qu'elle soit exclue, hein. Elle était quand même invitée dans les plateaux télé, etc. Enfin. Oui, elle est un peu invitée dans les plateaux télé, mais j'ai l'impression qu'elle a un profil quand même un peu mental un petit peu particulier. Elle n'est pas dans le féminisme dominant, c'est sûr. Voilà, elle n'est pas dans le féminisme dominant, et si on lui permet de s'exprimer, je pense que c'est en grande partie parce que c'est un peu une marginale dans le milieu universitaire, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle n'a pas été... Elle n'a ni été endoctrinée par le milieu universitaire parce qu'elle ne devait pas avoir d'amis, elle ne devait pas avoir une grande socialisation comme ça, et en même temps, elle n'a pas été... elle n'est pas attaquable, elle ne peut pas être mise à la marge parce qu'elle est déjà une marginale, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement parce que c'est une marginale que son discours peut percer, qu'elle envoie un discours, on va dire, dissident, et que son discours peut percer. Je pense que c'est une concordance d'événements, en fait, son côté un petit peu particulier qu'elle a personnellement. Mais j'ai pas lu son livre, je pourrais pas te dire. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle raconte, notamment voilà, sur la place de la femme dans l'histoire, et qu'en fait la femme a toujours eu un pouvoir sur l'homme, et vice-versa, et qu'il y a toujours eu un jeu de pouvoir entre l'homme et la femme qui s'est toujours bien équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, comme tu dis, on a ce fantasme de la femme qui était soumise parce que physiquement inférieure par l'homme qui l'attrapait par les cheveux et tout ce que tu veux au néolithique, alors que pas du tout. Depuis le début, on soupçonne même que l'intelligence justement est le fruit justement du jeu de séduction entre la femme et l'homme, tu vois, enfin tout un truc comme ça. Il y a depuis le début un jeu de pouvoir entre l'homme et la femme qui est bénéfique aux deux. Et la femme a toujours réussi à en tirer parti, et l'homme a toujours réussi à, pas en tirer parti, mais à au moins essayer de devenir meilleur pour en être digne, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est penser que le féminisme... Oui.
J'entends. Après, je pourrais pas dire je suis d'accord parce que je pense que d'un point de vue, il y a le point de vue global et le point de vue individuel. Et et forcément, il y a des points de vue individuels où ça s'est mal passé, autant, enfin, chez les femmes et chez les hommes. Donc c'est très difficile de faire une généralité, mais il faut en effet des subtilités. Et... Je trouve qu'on est dans un point de vue aujourd'hui très tranché en faveur de les femmes étaient exploitées, le patriarcat c'était une immondice, ils ont exploité les femmes et aujourd'hui elles commencent juste à gagner en liberté, mais il faut se déconstruire mentalement, tu vois. Et c'est là où il faut aussi apporter de la subtilité dans ce discours trop tranché, trop manichéen. Oui. Et après le problème aussi de cette du féminisme, enfin de la place de la femme, c'est aussi la place de la femme dans la modernité. Parce que dans une société traditionnelle, une société de survie, enfin où t'es voilà, dans une optique de survie, la place de la femme elle est toute tracée, comme la place de l'homme est toute tracée. Tu vois, on se pose pas cette question de quelle est ma place, quel est mon rôle, quel est tout ça. Ça, je trouve que c'est des questions assez, je suis désolé de revenir là-dessus, mais un peu bourgeoises, de femmes surtout très bourgeoises, tu vois, parce que leur mari avait le statut de chef d'entreprise, elles n'avaient plus aucune utilité parce qu'elles avaient des servantes, et donc du coup fallait qu'elles s'inventent un rôle. Tu vois, le problème c'est là, c'est qu'elles n'avaient plus de rôle. Donc certaines avaient du talent pour faire énormément de choses, et d'autres se sont dit mais si je n'ai pas mon rôle, c'est parce que je suis exploité par les hommes, on m'infantilise, on me machine, on me fasse ce genre de choses. Alors c'est bien sûr que c'est arrivé, surtout dans le milieu bourgeois, où c'est un milieu, extrêmement castique, tu vois. Mais ce qu'on remarque, c'est dans les sociétés traditionnelles, la distinction sexuelle est, paradoxalement, bien moins présente que dans les sociétés où on a plus de liberté. Alors que quand tu leur demandes, les Africains vont tous te dire la femme à la cuisine, l'homme dehors. Et pourtant, à la cuisine, alors que pourtant, dans les critères sexuels, il y a moins de distinction chez ces peuples primitifs chez les peuples traditionnels et primitifs que chez les peuples occidentalisés et libérés, entre parenthèses. Tu connais le paradoxe, je crois le paradoxe, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, c'est un paradoxe qui est que plus on laisse le choix aux femmes de choisir par exemple leur orientation professionnelle, plus justement il y a une distanciation sexuelle. Plus elles choisissent des métiers présentés comme typiquement féminins, c'est-à-dire que plus on fait du forcing en disant regardez, une femme peut être ingénieure, une femme peut être ça, et on vous offre des emplois en ingénieur machin, plus on laisse le choix et en plus on fait du forcing à l'inverse, et là plus il se passe. J'ai entendu ça récememment. J'ai entendu ça récemment, je n'ai pas vérifié cette étude, donc je ne saurais pas te dire. Et plus elles ont la liberté de choix. Mais quelque part, c'est aussi le côté entre guillemets moindre effort. Alors je vais faire rugir certaines mamans parce que c'est beaucoup d'efforts d'élever des enfants, mais il y a un côté plus confortable d'être à la maison que de faire certains boulots, quoi. Mais bon, après c'est vrai que ça dépend. Je pense que c'est aussi une question de rôle. Par exemple, pourquoi il y a autant de femmes qui veulent être infirmières? Alors qu'on est tous là à dire mais il peut y avoir des infirmiers. Plus on est dans un monde occidental, plus on dit ça peut être multiple. Et plus on est évolué, plus il y a de femmes qui veulent être infirmières et d'hommes qui veulent être ingénieurs. Plus on laisse le choix des jouets aux gosses, plus les filles veulent jouer avec des poupées et plus les garçons veulent jouer avec des camions. Alors qu'on remarque que dans les sociétés justement très patriarcales, comme les sociétés islamistes et tout ça, moins elles ont le choix, plus il y en a justement qui se présentent et qui postulent pour être ingénieurs de femmes. Il y a une plus grande proportion que chez nous. La distanciation sexuelle est plus importante chez les pays libres que chez les pays où la femme est moins libre. Donc, j'ai entendu ça. Faudrait que je me renseigne un peu. Je serais pas. Je suis pas convaincue à 100%, mais j'entends ça. Convaincue à 100% de la véracité. Non, mais je sais pas comment te le dire. C'est une information que je garde. Oui. Enfin, moi, je suis un peu entre les deux. Il y a du bon, du mauvais, du juste. Il y a toujours des exceptions individuelles, tu vois. Individuellement, c'est compliqué parce qu'on est tous orientés vers des choses différentes. Mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut essayer de voir la globalité. Alors, la globalité, tu peux avoir qu'avec des statistiques ou avec ton expérience de tes connaissances. Et
Et c'est vrai que quand tu observes, c'est vrai que ça s'observe, quoi. Ça s'observe en général. Et puis ça paraît logique, en fait. Ça paraît logique que si tu leur laisses le choix, elles ont envie de faire quelque chose qui leur plaise, ou elles se sentent douées là-dedans. Et en fait, je pense que je pense qu'il y a une tendance, en effet, est-ce qu'on peut appeler ça naturelle, d'une majorité de femmes à aller vers des choses symboliquement féminines, mais que justement, il faut aussi prendre en compte les personnes qui ne sont pas dans la tendance générale et prendre en compte les peut-être personnes à la marge qui les femmes qui ne font pas partie de cette majorité-là. Et c'est ce qui, mais je suis pas en train de dire que on leur interdit, hein. Au contraire, ça se fait et c'est possible. Elles ont certaines. Et c'est justement le paradoxe. Possibilités. Plus on laisse le choix aux marginaux d'avoir le choix, moins il y a de marginaux. Plus il y a une uniformisation. C'est ça le paradoxe. Ok, d'accord, j'entends, oui. C'est ce que je veux dire. Et du coup, je sais pas si c'est mal, je sais pas si c'est bien. Moi, je m'en fiche. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde ait le choix. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu as laissé le choix, et justement, on est traditionnel et qu'on remarque que quand on laisse le choix aux gens, bah, ils choisissent ce qui leur correspond le mieux, bah, tu te dis, bah, c'est pas plus mal. Enfin, je m'en fous. Mais ça n'exclut pas. Après, c'est sûr que quand tu es une femme et que tu débarques dans un milieu d'hommes, c'est pas simple. Mais en même temps, quand tu es un marginal, c'est jamais simple. Quand tu es une femme qui veut devenir ingénieur et puis que tu débarques dans un milieu où il n'y a que des mecs, ah bah oui, c'est pas simple. Et en même temps, c'est pas grave. On a tous, t'es différent, tu fais partie, c'est ta différence. T'es plus doué, tu te sens plus de faire ingénieur que infirmière. Tu débarques dans un milieu où c'est pas la norme que les femmes fassent ingénieur, bah c'est pas grave. Tu y survivras, tu te débrouilleras, tu t'en sortiras. Tant que l'État ne te bloque pas là-dessus, tant que la loi ne te bloque pas, c'est juste des blocages sociaux. Et c'est surtout des blocages vis-à-vis de toi-même, au final. Enfin, moi, je dis ça parce que je suis un marginal, donc j'ai l'habitude de vivre dans la marginalité. Donc, je m'en plaindrai pas. J'entends les deux. Je peux pas m'empêcher d'entendre aussi la personne qui va vouloir que la société change et que on leur fasse plus de place. Moi, j'aime pas les. Moi, j'aime pas les marginaux qui se plaignent parce que moi, je me suis jamais plaint, tu vois. J'étais le geek à l'école, j'étais le mec bizarre, j'étais le mec qui répondait à la prof, qui savait. Mais comme tu dis tout à l'heure, on est marginaux pas toujours par choix. Enfin, ça peut être un choix individuel ou ça peut être les autres qui nous mettent dans la marge. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Et puis, si les autres te marginalisent, c'est au final, c'est un état de fait. C'est un état de fait, tu vis avec. Tu vis avec ta différence, tu vis avec ton... Ouais, mais du coup, tu as le droit de te plaindre. À quoi ça rime? Je veux dire, à quoi ça rime de se plaindre? Mais c'est marrant. Autant vivre avec, autant faire une force. Regarde, toutes les femmes fortes qu'on dit, qui ont percé, en plus, on les vante parce qu'elles ont percé dans des milieux d'hommes. Mais c'est tout à leur mérite, justement. Aujourd'hui, elles sont reconnues pour avoir réussi à percer dans des milieux très masculins. Avoir réussi à s'affirmer dans un milieu très masculin et avoir réussi à se trouver une place. Aujourd'hui, c'est tout à leur mérite. Donc, c'est ce côté un peu enfantin de vouloir dire ah ben il faut qu'on me laisse la place pour que, et puis au final quand on te laisse la place, et ben non, elles vont toutes faire infirmière, tu vois. Donc je suis pas dans cette idée qu'il faut se battre. Il faut se battre, mais qu'est-ce que c'est que des difficultés sociales comparées aux difficultés de la vie, tu vois. L'exception peut devenir une force au final. La marginalité, ça peut devenir regarde, Marie Curie. Ah, mais ça, c'est un long processus de transformer la marginalité en force. Hein. C'est pas
Mais bon. C'est l'œuvre d'une vie. Mais après, si t'as pas envie d'être ce marginal, bah, tu fais comme tout le monde, tu rentres dans le rang et tu suis le mouvement. C'est ce que font la plupart des gens. C'est peut-être ça en fait le problème. C'est peut-être ça l'explication. L'explication pourquoi il y a autant de femmes, alors qu'on laisse le choix qu'il y a autant de femmes en infirmerie, bah, c'est parce qu'au final, elles ont pas envie de se battre, elles veulent faire suivre le mouvement. Peut-être que c'est ça l'explication. Et puis pourquoi c'est pas plus mal si les gens ils veulent faire ce qu'ils ils veulent pas se battre. Mais si t'as c'est un peu compliqué cette histoire de il faut laisser la place aux femmes de nanana, mais tu peux très bien dire mais il faut laisser aussi la place aux hommes d'autre chose, tu vois. Après ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Si tu laisses tout simplement la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, les choses s'harmoniseront naturellement. Tu vois ce que tu veux dire? Et à partir de là, c'est bon. Tout ce qui est dans l'idéologie, la propagande, moi je trouve que c'est un petit peu superflu. C'est un petit peu du coup ça on le sort très souvent, mais on sort très souvent à droite. Mais regarde, les femmes elles se battent pas pour les postes des boueurs, et pourtant tous les mecs ils se ramassent les pires trucs, tu vois. Alors c'est sûr que ça fait rêver parce qu'ils se ramassent soi-disant les meilleurs trucs, mais ils se ramassent aussi les pires boulots. Non mais ça c'est sûr. Et alors que les femmes justement elles ont une certaine, au niveau de la répartition du travail, elles évoluent dans une certaine classe moyenne. Alors que les hommes, ils évoluent dans le pire et dans le meilleur. Et ils évoluent aussi dans les métiers où ils ont plus de chances de mourir. Le nombre d'accidents, où ils ont plus de chances d'avoir des accidents du travail aussi. Donc tu vois, les choses ne vont pas forcément dans un sens ou dans l'autre. Mais si tu laisses la liberté aux gens aux yeux de la loi de faire ce qu'ils veulent, regarde, par exemple aujourd'hui, je te donne un exemple à la con. Aujourd'hui, une femme, qu'est-ce que c'est une femme correcte? C'est une femme qui travaille, qui est indépendante. Tu vois, on va te sortir ça. Moi, je peux te dire le nombre de filles. Et c'est là que tu remarques que c'est d'autant plus violent parce que la pression sociale sur les femmes, le plus souvent, ne viennent pas des autres hommes, mais viennent bien des autres femmes. Aujourd'hui, quand être une femme digne de ce nom, c'est être une femme indépendante qui travaille, qui touche un salaire et qui, voilà. Et ben moi, ma copine, qui est femme au foyer, qui est à la maison, qui fait le ménage, la bouffe, tout ce que tu veux, elle est dénigrée comme étant une moins que rien, comme une femme exploitée par un homme machiste, tu vois, tout ce genre de bêtises, tu vois. Elle est considérée, et pas par les mecs, mais surtout par les autres femmes qui, elles, se sont battues pour faire des études, machin, des trucs, tu vois. Ils disent, mais toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais c'est parce qu'ils ont la référence argent, la référence je vaux parce que je gagne un salaire. Il y a la référence financière, mais c'est ça le gros problème du féminisme aujourd'hui, c'est que pour moi, il est sous cet axe financier avant tout. Et c'est oublier que la place de la femme, elle a toujours été, que ça soit de tout temps, elle a toujours été considérée. Elle a toujours été considérée. Je sais pas à quel moment on l'a dénigrée comme on essaye de nous le faire croire. Ben, c'est sûr que si la femme qu'on nous vend, c'est la femme indépendante qui se fait autant de pognon que le riche bourgeois. Tu vois, le modèle féminisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est le self-made woman, c'est-à-dire comme le self-made man, c'est-à-dire le riche bourgeois. Mais ça, moi, ça n'a jamais été mon modèle. Mais maintenant, on veut que ça soit le modèle des femmes. Moi, bien sûr, je le dénigre. C'est le modèle capitaliste, en effet. C'est ça aujourd'hui, pour moi, c'est ce que j'ai cette sensation, surtout quand tu écoutes les féministes au gouvernement, comme Marlène Schiappa, tout ça. J'ai surtout cette sensation. Oui, le gouvernement est capitaliste, c'est sûr que Marlène Schiappa, elle défend Macron, elle défend elle est dans son modèle. Voilà, donc forcément, tu vas. Si tu vends ce modèle-là, moi je peux pas l'approuver. Je peux pas l'approuver. Ne serait-ce que pour ma femme en fait, parce qu'elle se fait. Elle passe pourquoi en fait. Après, elle peut s'exprimer et justement le féminisme devrait faire en sorte que sa parole, son point de vue, c'est-à-dire son choix de dire moi mon choix c'est d'être à la maison, soit entendu en tant que tel, et à partir du moment où elle n'impose pas ce choix à tout le monde parce que c'est sa vie et elle fait ce qu'elle veut, ça devrait être aussi entendu par les autres femmes qui la dénigrent. Le problème c'est que tu as toujours cette mécanique de norme. Et quand ce que tu veux, quand tu es féministe, et que la norme c'était la femme au foyer, et que ton but c'est que ça le soit plus, bah tu vas briser cette norme pour la remplacer par une nouvelle, tu vois, ça c'est une mécanique
qui arrive toujours. Tu brises les normes, tu brises cette symbolique-là pour le remplacer par une nouvelle. Et la nouvelle, bon, pas de peau, ceux qui avaient le plus de pognon ont décidé qu'est-ce que ça serait. Ça serait le self-made woman, c'est-à-dire la femme qui s'accomplit toute seule, qui est libre, etc., qui ne dépend d'aucun homme. Alors que, pourquoi pas, ça pourrait pas être un idéal pour une femme de dépendre d'un homme et de pouvoir le soutenir, par exemple, tu vois, pourquoi pas? Ça pourrait être il y a des femmes comme ça. Enfin, il y a des hommes qui se plaignent qu'il n'y ait plus de femmes comme ça, mais il y en a aussi. Enfin, il y a de tout. Il y en a aussi. Mais quand tu détruis une norme, t'es obligé de la remplacer par une nouvelle. Tu vois, c'est compliqué de laisser justement on a un phénomène de normalisation. C'est-à-dire que on cherche à se conformer à un modèle. Tu vois, tout le monde naturellement. Ça vaut pas pour les marginaux, mais la plupart des gens ils cherchent à se conformer à un modèle. En tout cas, la masse cherche à se conformer à un modèle. Et si ton but c'est de détruire le modèle qui était la norme avant, c'est-à-dire la femme au foyer, pour le remplacer par un nouveau, bah forcément la femme au foyer elle va en pâtir. Tu vois ce que je veux dire? Elle va en pâtir parce qu'elle va devenir une marginale. Oui, alors c'est vrai qu'il faut voir ça avec le point de vue économique, les métiers qui changent, etc. C'est celui-là, paradoxe de la civilisation. Alors c'est Thibaut Isabelle. Ouais. Comment cultiver l'harmonie dans un monde naturellement chaotique et violent? En fait, Isabelle, très intéressant, oui. Et assez proche une vision païenne. Bah, il a écrit un livre sur les loges païennes, non, je sais plus. Bah, il a écrit pour Rébellion, hein, c'est un contributeur. On a la chance d'avoir de bonnes personnes. C'est vrai, je me suis dit, je vais lui sortir un livre obscur, elle va me dire qu'est-ce que c'est ce truc. Non, mais c'est un hasard parce que ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Non, mais Mais je connais pas sa vision sur le féminisme, hein, c'était juste parce que... Il a quand même une vision, voilà, j'ai une vision quand même du féminisme très positive, voilà, c'est très bien. Mais quand même très objective. C'est une étude très approfondie. Et donc, comme je te disais, personnellement, ça m'a choqué parce que moi, je n'étais pas du tout au courant. Elles se battaient, en compte, pour les conditions de travail de leur mari à l'usine. Les associations féministes de l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement impensable. Parce que c'est déjà impensable qu'une femme se définisse par son mari, son foyer. Et c'est impensable qu'elle se batte pour justement son mari. Au contraire, elle va se battre contre son mari pour être indépendante. C'est ce que je veux dire. Médiatiquement, en effet, il y a ce côté, comme on disait, dans les institutions culturelles, cette image-là. Mais je pense dans la vraie vie, dans le réel, enfin, quand on fréquente des gens, quand on voit enfin, moi aussi, j'étais dans quelques associations et je voyais des personnes. Enfin, les femmes étaient encore. J'ai l'impression que dans la vraie vie, t'as quand même beaucoup de femmes qui défendent leur foyer, leur mari, le travail de leur mari, etc. D'accord. Et qu'en fait, c'est vrai. Enfin. C'est possible. Ou peut-être aussi c'est une différence de génération. Enfin, j'en sais rien. Mais je pense que oui, on met... C'est une différence de génération parce que pour avoir vu justement ces anciennes femmes sur les ronds-points et pour avoir vu... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces femmes travaillent elles-mêmes aussi à l'usine. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à une époque, elles étaient à la maison, elles s'occupaient du foyer et par le biais des associations, elles défendaient les conditions de travail de leur mari. Alors qu'aujourd'hui, elles y sont elles-mêmes. Oui, elles sont obligées de cumuler 2 salaires pour toujours pas réussir à boucler les fins de mois. Et je vois cette différence entre ces jeunes filles qui vont à l'université, qui parlent du droit des femmes, qui parlent de l'émancipation. Mais moi, j'ai pas envie de me marier, moi je veux être libre, je veux pas fonder de foyer, je veux être une femme indépendante. C'est fini la soumission, tu vois, ce genre de choses comme ça. Et qu'à côté de ça, je vois ces femmes qui ne sont plus soumises à leur mari, mais galèrent tout autant, tu vois. Oui, parce que là, c'est le côté économique, le côté l'emploi. Enfin, ça reste encore une fois une lutte des classes, quoi. La lutte des classes. Exactement. Et donc, je trouve que ce féminisme a loupé le coche de la lutte des classes. Tu vois. Enfin, mais ça, c'est sûr. Ça a été repris exprès pour désengager les gens dans la lutte des classes. Dans un dîner, il y a des hommes et une femme. Je te donne un exemple parce que ça m'est arrivé très souvent avec des amis de gauche, tout ça. Tu es une femme, donc tu peux considérer que, oh là là, les hommes monopolisent la parole. Ils ne te laissent pas parler. Tu peux être d'accord avec cette vision. En tout cas, là, on fait un jeu de rôle, tu vois, on pose une situation. Les hommes ne te laissent pas parler et tu es une femme.
Donc tu dis, ah, c'est parce que je suis une femme qui me laisse pas parler. Tu es d'accord? Alors, il y a un point de vue individuel et en tant que femme, Oui. de ma vie personnelle, on va dire, et après, il y a la cause féministe qui est au-delà, qui est un autre sujet que, que mon expérience personnelle, je pense. Parce que, alors, je vais répondre. Donc, tu vas me dire, est-ce que je suis d'accord sur le fait qu'il faut que qu'on me laisse parler, c'est ça? Oui. Excuse-moi. Est-ce que Je tu suis penses d'accord. il faudrait... Alors, c'est quoi la solution? C'est qu'on te Alors- considère comme une femme ou comme un individu? Alors moi personnellement, je réponds pas à ta question directement, mais justement ça m'est arrivé dans le jeu de rôle. Des tables où des personnes m'interrompent. Et je remarque qu'aujourd'hui beaucoup de femmes interrompent les femmes et les hommes. Et moi ce que je veux c'est du savoir-vivre. Homme ou femme, on écoute l'autre. En dehors du genre, c'est du savoir-vivre. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment s'interrompre l'un l'autre et qu'il y a une dynamique. Parce qu'entre eux, ça fonctionne. Parce qu'ils sont, entre guillemets, consentants et ça marche. Moi, personnellement, comme j'ai du mal à m'imposer, j'ai besoin qu'on me laisse parler. Parce que je fonctionne comme ça. Et je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou pas, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça que je préfère être avec des interlocuteurs qui me laissent parler, etc. C'est une question bizarre, tu vois. J'ai pas réussi à répondre oui, non, tu vois. Oui. Il Mais n'y a pas de bonne réponse. Moi, je choisis qu'on me laisse parler, mais est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant qu'introvertie, machin? Et après, toi, j'ai l'impression que tu vas me dire, si on te considère comme un individu, ça veut dire que tu peux de toi-même prendre la parole. C'est ça que tu... Exactement. Alors, comme tu as dit, je veux du savoir-vivre. Le problème, c'est que on a cru qu'en mélangeant les hommes et les femmes, par exemple à l'école ou dans la société, ça ferait plus de savoir-vivre entre hommes et femmes. Mais en fait, pas du tout. Parce que T'es pour la séparation des hommes et des femmes dans l'espace public? À l'école, ouais. À l'école, ouais. Ça, on pourrait expliquer parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Mais sur cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui est très intéressant. Donc, tu es une femme, imaginons, on fait ce scénario-là, un peu de jeu de rôle. On te laisse pas parler, peut-être parce que tu es une femme. En tout cas, tu as du mal à t'exprimer dans une conversation d'homme. Si je te considère comme un individu qui est mon égal, c'est-à-dire comme un homme, comme je te considère en tout cas, et ben toutes les personnes autour de la table, je les considère pareil. C'est juste qu'ils se battent pour la parole. On se bat tous. En fait, c'est ça une conversation entre hommes, ils se battent pour la parole. Hein. Les hommes s'interrompent. Tu dis, oh là là, cet homme m'a interrompu. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que les hommes s'interrompent entre eux. Et la différence, c'est que des fois, quand un homme interrompt un autre, l'autre va dire, attends, laisse-moi parler. C'est ça la différence. Alors. J'ai l'impression que c'est plus une question de tempérament qu'une question de genre. Il y a aussi une question, voilà, il y a une question de, avant tout, tempérament. Ou de sexe, plutôt. Et après, le genre, des fois, il est au tempérament. Mais dans une conversation comme ça, des fois, les hommes, voilà, s'interrompent beaucoup entre eux, se battent entre eux. Je peux dire que des hommes timides, dans une conversation, ne parleront jamais. Hein. Et ils diront pas, ah, c'est de la faute parce que je suis une femme. Non, ils sont des hommes. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas battus pour la parole et ils n'ont pas gagné ce droit de parler. Des fois, c'est comme ça. Des fois, il y a des gens qui ont du savoir-vivre, qui voient que quelqu'un est un peu timide, ils lui laissent parler. Mais dans ce cas, si c'est parce que tu es une femme, imaginons que tu n'arrives pas à parler, il y a deux possibilités. Soit je suis traditionnel et j'estime que, en tant que femme, tu as moins la possibilité de t'exprimer parce que tu es quelqu'un de plus réservé, naturellement. Les femmes sont plus réservées. Donc, ça va être mon devoir d'homme, à un moment, de te dire écoutez madame, elle a quelque chose à dire. Tu vois? Donc, quand bien même, là, je t'infantilise, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, je te laisse parler. Je m'interromps volontairement pour te laisser parler. Donc, quand même, je t'infantilise. Tu ne gagnes pas ton pouvoir de parole, c'est moi qui te le donne, par galanterie. Soit, je suis un gros connard macho, et je pense que, ah bah oui, de toute façon, les femmes, elles parlent pas parce qu'elles ont rien à dire. Donc, nous, on monopolise la parole, et elles parlent pas. Puis voilà. Dans les deux cas, que ça soit pour te laisser parler ou pour ne pas te laisser parler, il faut qu'il y ait cette considération de te considérer comme une femme. Parce que si on te considère comme un individu, en fait, t'es à égalité avec tous les autres mecs. Et tous les autres mecs, la plupart du temps, je peux te dire que ils se battent pour la parole. Sauf certains timides. Plutôt que l'égalité, est-ce que on ne devrait pas considérer l'autre en fonction de ce qu'il est? C'est-à-dire
Ouais, c'est ça, en tant qu'individu, c'est-à-dire que ça peut être un individu, mais qui n'est pas égal, il est différent. Tu vois, c'est encore une fois, t'as le guérisseur, le magicien, le guerrier, etc. Et tout simplement, tu prends en compte les préférences de l'autre. Alors, je sais que c'est compliqué, que les gens n'aiment pas ça, mais moi, je sais que, à titre personnel, et c'est pas du tout le côté féministe, mais je sais que j'aime bien qu'on me parle d'une certaine façon, et après, c'est parce que je suis un peu bornée. J'aime beaucoup la galanterie, moi, personnellement. Donc, peut-être, la galanterie était aussi un sujet un sujet dans le féminisme. Il y en a pour ou contre la galanterie, les gens savent pas. Les hommes disent est-ce qu'il faut tenir la porte à une femme? C'est pas à une femme, c'est à 7 femmes. Il y a 7 femmes-là, elle va aimer, l'autre femme d'après, elle va pas aimer. C'est ça, en fait. C'est considéré en fonction des goûts de la personne. Alors évidemment, on peut pas savoir si elle va aimer ou pas. Alors, on peut tout simplement demander ou observer. Et après, je sais que ça, c'est mes préférences, et c'est pour ça que tout simplement, il y a des groupes d'individus. Tu vas dire un dîner d'amis, par exemple. Moi, je vais dire moi, j'invite les gens qui me laissent pas parler. Je dis je les invite plus. Je vais dire je les invite plus. Mais il y aura d'autres personnes qui seront des hommes qui vont me laisser parler. Enfin, j'ai pas tant une question d'homme-femme, j'ai l'impression, mais plus une question d'individu et de peut-être aussi d'empathie dans le sens l'empathie est une caractéristique dans le jeu de rôle. C'est-à-dire connaître la psychologie de l'autre. Exactement, ouais. Mais après, je comprends que symboliquement, la femme est plus dans la réserve, enfin on dit, hein, et l'introversion, etc. Enfin, ça se confirme dans mon cas, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes le sont. Bref, j'ai besoin de remettre le côté individu, chacun est différent. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler pour le féminisme, parce que dans le féminisme, à chaque fois, je trouve qu'il y a des choses... oui, en effet, je suis d'accord, et là, non, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas d'avis tranché moi-même, et que, bon, on en discute, et donc, voilà. Non, mais c'est vrai que... mais après, il faut dire l'individu, mais est-ce que cet individu a à dire est pertinent? Oui, alors c'est vrai que... Et peut-être qu'il a quelque chose à dire qui est très pertinent, mais peut-être que... Hop là, il y a tout qui se tombe. Mais peut-être que l'autre à côté qui dit quelque chose de pas pertinent, bah lui, il a le pouvoir de prendre la parole. Donc comment tu vas faire à partir de là? Tu vois, c'est une question, c'est un jeu de pouvoir, un jeu de force aussi. Et donc peut-être que moi je connais quelqu'un qui a des choses très pertinentes à dire, mais qui n'a pas le pouvoir de prendre la parole. Donc je vais essayer de lui donner. Mais quand bien même, c'est moi, avec mon pouvoir dans la conversation, qui offre ce temps de parole à cette personne timide. Je veux dire, c'est un rapport de force. Et un débile qui a rien d'intéressant à dire aura toujours le pouvoir de s'exprimer, tu vois. À moins que personne le calme, à moins qu'il y ait quelqu'un en face qui lui dit attends, là je me saoule avec ce que tu racontes, laisse parler bidule, ou attends, je vais t'expliquer, tu vois. Moi j'accorde le rapport de force de l'homme galant. Mais c'est vrai que mais ça peut sembler. Mais justement, j'étais avec un ami de gauche et qui était avec sa femme. On avait un débat un peu houleux tous ensemble. Un peu houleux, un débat, tu vois. Donc c'était un petit peu viril, quoi. Un petit peu un débat. Et à un moment, il parle, et là, il y a sa femme qui commence à parler d'un truc. Et il dit, bah tu vois, parce qu'on avait eu la conversation un peu plus tôt, il dit, bah tu vois, là je me tais, je la laisse parler. J'ai envie d'intervenir, mais je me tais, je la laisse parler. Et j'ai été choqué, je lui dis, mais attends. Mais il était dans le spectacle un peu là, non? En disant cette phrase. Dans le spectacle de lui, de sa médaille de féministe, je sais pas quoi. Peut-être, mais même individuellement, il se gargarisait, tu vois, de son. Et ça, moi, je trouvais ça terrible. Je lui dis, mais attends, moi, en tant qu'homme, je trouvais ça terrible parce que j'étais déjà sorti avec des femmes justement qui s'affirmaient, tu vois, pour qui c'était extrêmement important. Et je lui dis, mais tu te rends compte que moi, ma copine du moment, je disais mon ex-copine, j'aurais cette réflexion envers mon ex-copine, mais elle me cracherait au visage parce que c'est une honte ce que tu fais. C'est-à-dire que tu estimes qu'elle ne peut pas prendre la parole toute seule. Tu vois. Et parce que c'est une femme. C'est pas parce qu'elle est timide, parce que quoi que ce soit. Non. C'est parce que c'est une femme. Si ça serait parce qu'elle est timide, parce qu'elle a du mal à s'exprimer, parce que elle a moins parlé que les autres, donc là, ou peut-être parce qu'elle va dire quelque chose de très intéressant. Je peux comprendre. Mais non. Il s'est retenu de l'interrompre. Il s'est retenu. Et en plus, il avait envie de l'interrompre. C'est déjà un peu étrange, mais il s'est retenu de l'interrompre comme ça parce que c'est une femme. Moi, je lui dis, mais c'est extrêmement machiste, en fait, comme raisonnement. Parce que c'est une femme, soit
tu la laisses parler, mais il y en a d'autres, ils ont la même réflexion. Parce que c'est une femme, ils lui coupent la parole. Enfin, et c'est idiot. C'est idiot. Évidemment, il faut considérer l'individualité des gens, mais dans l'individualité, tu as aussi ton sexe. Et je pense que des fois, il y a des femmes, tu le vois bien, et c'est pour ça qu'après, les gros machos, parfois, on peut leur donner raison. Tu as des femmes qui ont tendance à une hystérie, qui commencent à prendre la parole, comme tu as dit, qui coupent la parole des hommes, et surtout pour, des fois, partir complètement dans tous les sens. C'est le cas souvent des hommes aussi. Et donc c'est pour ça que certains hommes après se disent c'est pas la peine qu'elle parle celle-là, on lui coupe la parole et puis comme ça c'est réglé, c'est pour partir dans une hystérie pas possible, c'est bon. Et il y a certaines femmes justement qui sont timides et là les hommes se disent mais attendez, il faut laisser la parole à cette dame qui a une certaine réserve mais qui a peut-être quelque chose de très intéressant à dire. Tu vois, c'est deux visions qui coexistent. J'entends, et du côté entre guillemets comment on peut appeler ça, machiste, viriliste, masculiniste, ouais. Comme du côté féministe, il y a les deux mais c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire penser que c'est rabaisser une femme que de lui faire une haie d'honneur ou quoi, mettre un tapis rouge, parce qu'elle serait pas capable par elle-même de faire les choses. Moi, je pense que c'est une question. Après, il y a dans la société, et il y a dans le couple aussi. Et théoriquement, dans un couple, tu demandes, t'es au courant un peu de la personne avec qui tu es, quoi. Moi, je pense que la solution, c'est de considérer l'individu avant tout, mais de ne pas faire abstraction. Oui. De justement son genre. C'est-à-dire, tu es un individu femme, tu es un individu qui a tes caractéristiques, mais tu es une femme aussi. Mm-hmm. Ça aussi, je le prends en compte. Je prends en compte les deux.